réclame un républicain. Je réclame un républicain. L'égalité du genre humain. L'égalité du genre humain. Plus de pauvres à genoux. Plus de riches debout. Dansons la carmagnole. Vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole. Vive le son du canon. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates et les bourgeois. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair. Pour ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souper il me rêve. À sonner à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est la crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que nos trembleurs ont dit depuis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la faim, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, sera le genre humain. Rebonjour, vous êtes à l'émission Acétone sur la clé des ondes 90.10. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 mars 2015. Nous avons du monde en studio. Ouh là là, aujourd'hui c'est plein à craquer. Joël tout d'abord, notre chroniqueuse d'AC Gironde. Oui, bonjour à tous. Nous avons également les amis qui sont venus, Adrien, Amélie. Nous avons aussi Claire, hop, le micro. Bonjour. Et nous avons Jean-François qui est venu nous dire bonjour. Bonjour, c'est tout ce que je... Et nous allons passer au décapage de l'actualité. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans-pain. Arrêtez-vous, les sans-talent, les sans-lit, les sans-toit, les sans-rien. Alors, comme premier sujet aujourd'hui, nous allons commencer par parler de messieurs Hollande et Valls qui ont ouvert la voie au fascisme. L'affaire de Stevens est tout sauf anecdotique. Pour la première fois, le gouvernement y a déployé une tactique de répression propre au régime fasciste. Et oui, dès septembre 2014, le ministère de l'Intérieur avait laissé la gendarmerie exercer une pression violente, souvent illégale, à l'encontre des zadistes du Testé. La tension est montée jusqu'au 26 octobre, lorsque la gendarmerie tua un jeune manifestant, Rémi Fraisse. Une large partie des médias relayait alors la communication gouvernementale, mettant en avant la violence qu'exerceraient les opposants au grand projet inutile. Xavier Belin, président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et du groupe agro-industriel Avril Sophie Protéol, qualifiait les zadistes de djihadistes verts, rien que ça. Ce qui, dans un contexte où la France est en guerre contre l'État islamiste, revient à en appeler au meurtre. Et sur le terrain, la FDSEA organisait des groupes d'agriculteurs pour mener en décembre, près de la ZAD, une opération Manche de pioche dont le nom dit tout. Fin février, elle créait des milices, au sens précis d'organisation paramilitaire, qui bloquaient les routes armées de bâtons, de manches de pioche ou de barres de fer et commettaient de nombreuses agressions sous l'œil indifférent des gendarmes bien présents dans le secteur. Et oui, l'évacuation de la ZAD, menée par 10 fois plus de gendarmes que de zadistes, s'est opérée le 6 mars sans heurts. Adrien, je m'adresse à toi. Peut-on penser que l'on est encore en démocratie en France ? Alors, peut-on encore penser qu'on est en démocratie ? On n'en
parle souvent, là, la démocratie, en tout cas, c'est peut-être de l'apparence. C'est clair qu'on a eu des méthodes véritablement fascistes. Je voudrais revenir un peu sur le corps du texte. 10 fois plus de gendarmes, c'est même a priori 20 fois plus, voire plus, puisque pendant l'évacuation, ITL parlait déjà de 800 gendarmes pour 40 zadistes, ça fait bien 1 pour 20. Ce qui montre d'autre part la peur visiblement engagée dans la tête de nos gouvernants pour déployer de telles forces pour évacuer au final une quarantaine de zadistes. Après, sur le fascisme et sur le lien entre la FDSEA et le gouvernement et la tactique réellement qui a été employée, effectivement, quand on voit qu'on a un groupe constitué qui dit ouvertement on va faire un blocus, on va faire ce que l'État ne fait pas, on va prendre le contrôle des routes, et qui le font. On a eu des dizaines d'agressions, il y a des voitures qui ont été retournées, des copains tabassés. Il y a un moment où quand on voit qu'un État laisse faire et même s'appuie dessus, effectivement, là on est véritablement sur des méthodes fascistes, et ça il faut le dire au plus grand nombre, parce qu'on est sur un État qui vacille, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, qui se rendent compte que ça va pas. Et on est sur un entraînement dont on sait vers quoi il peut nous mener. Et aujourd'hui, on a encore une chance d'éviter la guerre de tous contre tous au profit du capital. Amélie, toi aussi, tu es zadiste. Tu étais au testé aussi. Je sais, à de nombreuses reprises, je te croisais par moments. Tu me disais que tu y allais. Est-ce que ça t'inspire quelque chose au niveau démocratie, ces attitudes de gouvernants qui ont l'air d'être un peu paniqués quand même? Déjà, c'est que c'est le problème de démocratie. Il se pose au moment de l'élaboration de ces projets qui, rappelons-le, sont dans les intérêts croisés à la fois du gouvernement, dans le cas de Sylvain, c'est le Conseil général du Tarn et d'acteurs privés comme la CACG, l'entreprise qui construit des barrages pour se financer en fait. Donc clairement, elle crée des faux problèmes pour y apporter des solutions. C'est une belle entreprise. Et puis la FNSEA, le syndicat agricole, qui a besoin de se trouver des excuses pour la maïsiculture. Et ça va aussi dans un système plus global de production intensive de nourriture. Donc il y a un vrai problème de démocratie par rapport à ça, parce que il n'y a jamais d'enquête publique, il n'y a jamais de débat public, les procédures légales ne sont pas respectées. Et puis après, les agissements sur place, moi j'ai surtout passé du temps en septembre, et vraiment les actions autant de la police que des pro-barrages, mais ça date de bien avant septembre. Là on dit depuis septembre, mais en fait il y avait déjà eu des expulsions par la police, il y avait déjà eu des interventions de pro-barrages qui avaient tout saccagé, qui avaient agressé physiquement des gens, et donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais là on est vraiment sur une période d'intensification. Des dangereux djihadistes verts que sont les zadistes, les premières cagoules au testet sont apparues le 23 janvier 2014 et étaient le fait des premières actions pro-barrage qui ont saccagé la métairie. Claire, est-ce que tu veux nous dire un mot également, toi, qui fait partie aussi des gens qui sont investis sur ces sujets, est-ce qu'il y a pas également un fascisme un peu affiché, quoi, parce qu'on clairement on défend les gros de l'agriculture qui nous polluent la planète, mais sans pudeur, quoi. Enfin, apparemment, le gouvernement, ça le gêne pas. Voilà, moi je pense que très clairement, oui, il y a un fascisme qui est affiché et assumé. Pour illustrer ce que disait mon camarade Adrien tout à l'heure, effectivement, il y a une réelle tactique entre GM et Pro-Barrage. Notamment, là, j'y étais la semaine du blocus, donc la semaine dernière. Et j'ai vu donc les gendarmes mobiles qui laissaient les pro-barrages rentrer, donc passer une première barricade pour les laisser détruire une première barricade et ensuite gentiment les contenir. Voilà. Donc ça permettait aux gendarmes mobiles de faire leur rôle entre guillemets de gardien de la paix, tout ça, et en même temps de détruire et de grignoter tout doucement des barricades pour pouvoir permettre une expulsion plus efficace des zadistes. Donc si ça, c'est pas marché main dans la main... Tranquillement. Oui, Adrien. Pour tous ceux qui l'ont vécu, personne n'est dupe. L'action de la FDSEA était une action parfaitement concertée de la part avec le gouvernement, tout dans le but d'affaiblir au maximum la ZAD et de permettre son éviction avec des gens le plus fatigués possible. Ils se sont trompés, d'ailleurs, on mangeait encore très bien le jour de l'expulsion. Bravo. Pour la casser, voilà. Il n'y a qu'assez. Pour la casser, il n'y a qu'assez. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé sur ce lieu depuis des mois ?
Alors tout ce qui s'est passé, ça va être peut-être un peu long, mais brièvement, donc faut savoir, voilà, le projet de barrage de Sivins, c'est un projet de longue date maintenant, qui a donné lieu à la création d'un collectif contre le barrage il y a 3 ans, et puis il y a une occupation sur le site même qui a commencé il y a 1 an, avec plusieurs expulsions à partir de mai 2013 et mai 2014. Février 2014. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu aussi des attaques de pro-barrage, donc voilà, c'est pas nouveau ce qui se passe ces derniers temps. Mais en gros, là, c'est à partir de septembre que les travaux ont dû réellement commencer. Donc il y a eu toute une période septembre-octobre 2014 où il y avait les travaux qui se passaient avec tous les jours des forces policières et de gendarmerie sur le site pour protéger le déboisement et les machines de chantier. Et donc ça a déjà été une période extrêmement violente avec beaucoup de personnes qui ont été blessées par la police, par la gendarmerie. Il y a eu des attaques de pro-barrage aussi des copains qui sont retrouvés agressés physiquement avec complicité de la gendarmerie. Et finalement, un peu l'apogée le 25 octobre avec ce rassemblement qui se solde par, entre autres, la mort d'un manifestant tué par une grenade offensive. Et donc là, ça a été un peu le déclencheur de... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a tout mis en stand-by et on a commencé entre guillemets un dialogue qui a pas du tout été un dialogue équitable puisque les zadistes ont pas du tout été inclus dans le processus de dialogue et mais qui a donc donné lieu à un peu quand même une remise en cause du projet de barrage et tout ça pour aboutir la semaine dernière à la conclusion que on allait quand même faire le barrage, mais on allait faire un barrage plus petit parce que bon, du coup, ce sera pas aussi nocif pour tous les espaces sauvages qu'on va détruire. Voilà, ce sera un demi-barrage. Et oui, une petite question, je crois peut-être rappeler. En fait, ce barrage, il va servir à qui, en fait, essentiellement? Alors, en fait, soi-disant, c'est un barrage qui devrait servir à environ 80 agriculteurs de la région. Mais en réalité, ça va surtout être pour une dizaine d'agriculteurs, donc pas des petits paysans du coin, mais des gros producteurs, notamment en maïsiculture. Donc voilà, pas des pratiques agricoles très éthiques. Et en fait, il faut juste savoir que ce barrage, il sert à rien, parce que déjà, c'est pour promouvoir des agricultures hyper gourmandes, un type d'agriculture hyper gourmand en eau. Et aussi parce qu'il y a déjà tout un tas de solutions existantes, des retenues collinaires notamment, qu'on pourrait largement améliorer et qui seraient suffisantes pour subvenir aux besoins des agriculteurs de la région. Déjà, si on faisait une agriculture saine, qui respecte la planète et les hommes, intelligente, sans pesticides, on n'aurait pas besoin de faire tout ça aussi, je crois. Adrien? Non? Claire? Oui, effectivement. Je le crois aussi. Je pense que le problème, de toute manière, il est à la source, comme d'habitude. Hein. C'est tout ce qui en découle qui contre lequel on se bat. Mais c'est vraiment la source qui pose problème. Et donc moi, ce dont je voulais parler, c'était surtout ce que j'ai vécu là-bas, puisque j'y suis allée sur la dernière semaine. Donc c'était la semaine de blocus par les pro-barrages. Donc de mon point de vue, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gendarmes mobiles et les pro-barrages agissaient main dans la main. Ce que j'ai vu de mes yeux, ça a été donc des pro-barrages qui ont passé une barricade malencontreusement, voilà, hein, et donc qui se sont rués sur nous. D'ailleurs, il y a des vidéos sur internet, vous pouvez voir la violence de ces personnes-là. Donc les zadistes ont été repoussés jusqu'à la prochaine barricade. Les pro-barrages ont récupéré, puisqu'on était en train de reconstruire
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils détruisaient nos barricades et on les reconstruisait le lendemain. Ça leur plaisait pas trop. Donc voilà. Donc nous, on était en train de reconstruire une autre barricade. Et quand ils sont venus, on avait donc laissé toutes nos vestes, nos manteaux, nos écharpes, tout notre matos. Donc faut savoir que les zadistes, ils travaillent avec ce qu'ils ont. On a 3 clous, 4 marteaux. Enfin, c'est vraiment, on n'a rien du tout, quoi. On tape sur 2 planches. Enfin voilà. Et en fait, ils ont pris tout notre matériel, ils ont pris toutes nos fringues et ils sont retournés derrière la première barricade, en fait, confortablement, pour faire un joli feu de joie avec tout ça. Faut savoir que les gendarmes mobiles les regardaient sans rien faire, que certains gendarmes mobiles avaient même dit à des camarades nous allons vous récupérer vos affaires. Au final, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même assez alarmant. Voilà. Et donc, il faut savoir que cette semaine de blocus a été relayée notamment par un journal qui s'appelle Le Sud-Ouest, qu'on connaît tous. Moi, je tiens à dénoncer les mensonges qui sont écrits dans ce journal, puisque j'étais sur la zone à ce moment-là. Ils décrivent des zadistes affamés qui n'ont plus rien à manger, dont les végétariens empêchent les autres de tuer les poules et les moutons. C'est n'importe quoi, c'est complètement faux. Et nous avions suffisamment à manger pour 3 mois de siège, il n'y avait pas de souci. Donc le problème, il est plus psychologique dans le sens où c'était de l'oppression. Et je pense que toutes les personnes sur la zone, moi inclus, on se sentait... c'était la guerre. Clairement, c'était la guerre. On pouvait pas rentrer, on pouvait pas sortir. C'est vraiment psychologique, je pense aussi. Et les pro-barrages faisaient c'est-à-dire, ils étaient aux entrées et ils essayaient de rentrer régulièrement sur le site. Ce qui veut dire qu'on a dû s'organiser, faire des gardes, même la nuit. Ce qui veut dire que j'imagine que... vous imaginez comment on pouvait dormir la nuit, quoi. C'était vraiment... surtout en sachant de quoi ils étaient capables. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu personnellement et dont Adrien pourra peut-être vous parler un petit peu plus, puisqu'il est resté jusqu'à l'expulsion. Moi, je me suis échappée à travers bois et c'était vraiment une opération commando. Donc, je pense que toutes les personnes qui vivent ici à Bordeaux ou ailleurs dans ce pays qui est la France ne se doutent pas de ce qui se passe là-bas, parce que on se cachait derrière les arbres quand il y avait une voiture qui passait. Voilà, c'était la guerre. Ouais, on voit de quoi il s'agit et malheureusement c'est les retours qu'on a eu des militants, mais on a un vrai problème avec la presse qui effectivement est du côté du pouvoir et ne nous dit pas ce qui se passe et attaque les militants, les charge en disant que c'est leur faute, voilà, parce que c'est des chevelus ou je sais pas quoi. On a eu des insultes aussi très graves de la part des pro-barrages. Moi j'ai vu un article là-dessus, donc c'est bien de faire remonter toutes les exactions qui ont lieu et toute cette organisation d'État qui s'allie à des milices privées. Mais on s'organise. On s'organise tant au niveau de la nourriture, ce qui nous a permis de passer le blocus, que au niveau des gardes, que au niveau des automédias. Et Claire parlait de vidéos, effectivement, ça commence à ressortir. Moi, j'ai laissé tout le data, toutes les vidéos que j'ai fait aux copains, on va s'en servir et on est tous en train de faire ça, donc on va visibiliser tout ça. La visibilisation, ça c'est vraiment l'un des points clés du test, parce que l'État a montré les dents, a montré quelles techniques il pouvait utiliser, jusqu'où il pouvait aller, tant au niveau de l'aspect contrôle pour ensuite pouvoir vendre les drones à l'étranger, mais aussi de lien avec la FDSEA dans une stratégie fasciste parfaitement établie, calculée, qui au final, moi je considère, a été un échec, car moi je considère que même si on a perdu la zone, c'est une victoire, parce que justement on a pu visibiliser ça. Tu parlais des journalistes. Il y a eu un changement quand même au niveau du traitement médiatique du testet, et ce changement a eu lieu quand? À partir du moment où on s'est ouvert. Parce que quand on s'ouvre pas, quand on refuse de principe les journalistes, on laisse les autres parler à notre place, et ça je trouve que c'est encore plus catastrophique que d'avoir quelque chose de tronqué. Après, je voudrais terminer sur une note positive, sur peut-être ce qui est ma plus belle expérience militante que j'ai jamais vécue, qui est le jeudi, avant l'expulsion, alors qu'on était en pleine alerte pro-barrage, que la veille, il y en avait qui étaient descendus lâchement pour agresser, pour casser la ferme, casser 3 voitures, casser une maison alors qu'on n'était pas là, et s'enfuir aussitôt dès qu'on arrive, parce que ces gens-là sont des lâches, soit ils s'enfuient, soit ils vont se mettre derrière les lignes de GM, gendarmes mobiles. Eh bien, il y a des militants qui étaient là pour bloquer les routes dans le cadre du blocage de la FDSEA, et qui ont quitté leur position.
qui se sont dit on va aller comprendre ce que font les zadistes sur place. Et ils sont descendus. Ils ont mis 2 heures à passer à travers la forêt, ils sont arrivés sur site. J'étais l'un des 2 sur lesquels on est tombé en plein milieu. J'ai pas d'armes, je veux juste comprendre. Et on a discuté. Évidemment, on n'était pas d'accord sur tout. Évidemment, on ne peut pas faire un consensus. Évidemment, ils sont dans une logique productiviste qui nécessite l'accroissement de leur champ, l'accroissement des besoins en eau, soumis à cette agriculture sous perfusion qu'est la politique agricole commune de l'Union européenne. Mais on a pu dégager des traits communs. On a pu se rendre compte du système qui nous exploite tous autant qu'on est dans diverses formes et de notre refus de se battre les uns contre les autres au profit d'une oligarchie. On parlait de l'école de la République. Chacun dans ce pays passe 10 ans sur les bancs de cette école. Même si l'histoire est tronquée dans l'enseignement, il y a quand même certaines choses. Le fait qu'aujourd'hui on soit manipulé, c'était trop gros. Et quand on s'en rend compte, quand on commence à réussir à discuter avec ceux contre qui on devrait se battre, eh bien moi je vois une lueur d'espoir, je vois une piste, je vois le début peut-être d'une révolution sans armes, si ce n'est celle de la parole et sans mort. C'est possible. On sait qu'on est sur un système à bout de souffle qui va continuer à multiplier ce genre d'opérations à la con, ce genre d'opérations fascisantes, machiavéliques, avec l'intelligence collective, avec la bienveillance, en se parlant, en cherchant à se comprendre. C'est possible de l'éviter, de les mettre en échec et de jeter aujourd'hui les bases de la société égalitaire de demain. Eh bien, on va l'espérer, en tout cas. Dont on voulait vous parler, c'est Perspectives Gorziennes. C'est un site qui est très intéressant. Ce sont des regards croisés sur l'œuvre du philosophe André Gorz, un pionnier de l'écologie politique. Et vous pouvez vous abonner. Il y a une lettre en ligne. Alors moi, je suis abonnée. Alors bon, on parle encore d'Internet, hein, mais bon. Vous pouvez aller sur le site, vous tapez Perspectives Gorziennes et vous trouverez. Et vraiment, il y a tous les sujets de l'écologie, de la politique qui sont abordés. Et là, notamment, la dernière petite lettre, on avait un autre web sans pub est possible. La montée du FN expliquée par des chats. Un sujet sur les gaz de schiste. Les Algériens se mobilisent contre le régime et l'ingérence des multinationales pétrolières. Et nous avions aussi, peut-on encore manger des pommes, par exemple. Donc c'est très varié, c'est très vaste. Donc je vous recommande vraiment cette petite lettre en ligne. Voilà, nous allons peut-être nous dire au revoir quand même. Eh ben oui, parce que c'est la fin de l'émission, Sandra. Alors ça s'est bien passé. Ben, j'espère. Ouais. J'espère que tu te réécouteras. Je me réécouterai très bien passé. Tu peux me faire confiance. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à mercredi prochain. Adrien. Et vous pouvez également le retrouver en podcast sur lacdo.org, le site internet de la Clé des Ondes. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Heureusement que tout le monde pense à tout ici. Amélie. Eh ben, au revoir. Au revoir en cœur. À bientôt. À bientôt dans les luttes ici et ailleurs. Et moi, je dirais bonne soirée et zad partout. Au revoir à tout le monde et à bientôt.